Ce livre m'a complètement anéanti. Sincèrement, je crois que je ne m'en suis pas encore remis. Il s'agit du Scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby. Et aujourd'hui, on va plonger dans une exploration vertigineuse de ce que ça veut dire être conscient. C'est Implacable. On y découvre Jean-Dominique Bauby, Jean Do pour les intimes, le rédacteur en chef charismatique, flamboyant du magazine Elle. Et le livre nous jette à ses côtés au moment précis où sa vie telle qu'il la connaît, s'arrête. Net. c'est l'histoire, complètement paradoxale, d'un homme qui a écrit un livre entier, mot par mot, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, juste avec son œil gauche. Un seul œil, pour dicter près de 150 pages. C'est à peine croyable, vous vous rendez compte? Et il l'a fait pour une seule et unique raison, hurler au monde qu'à l'intérieur de sa prison de chair, il était toujours là, vivant. Alors, pour vraiment saisir le choc de cette histoire, il faut prendre une seconde pour visualiser qui était cet homme avant. Ce n'est pas n'importe qui. Jean-Dominique Bauby, c'était vraiment l'incarnation d'un certain succès parisien des années 90. Ah oui, complètement. Un homme brillant, séducteur, un esthète qui aimait la vie, la bonne chair, les voitures rapides, quoi. Exactement. Rédacteur en chef de Elle, à poste prestigieux, il menait une vie trépidante. Il était père de 2 enfants, Théophile et Céleste. C'était un homme au sommet de son art, au sommet de sa vie sociale. Il avait le monde à ses pieds. Et c'est là que tout bascule. Le 8 décembre 1995. Il est au volant d'une nouvelle BMW, il vient de la récupérer. Ah oui, Il est sur le point de passer le week-end avec son fils. Il est au sommet, littéralement. Et quelques heures plus tard, sur la route, c'est l'effondrement. un accident vasculaire cérébral massif, foudroyant, au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est le carrefour de tout, en fait. C'est le carrefour de toutes les commandes motrices du corps. C'est le pont entre le cerveau et le reste. Donc quand cette zone est touchée de manière aussi sévère, les conséquences sont inimaginables. Et tombe dans le coma. 20 jours de coma. Et puis il se réveille. Et c'est là, je crois, que le véritable cauchemar commence. Ce n'est pas un réveil, c'est une prise de conscience absolument terrifiante. Oui, Il entend les conversations autour de lui. Il voit les lumières de l'hôpital. Son esprit est intact. Ses souvenirs sont là, sa personnalité, son ironie, tout est là. Mais son corps ne répond plus, du tout. il est prisonnier. C'est la définition clinique de ce qu'on appelle le locked-in syndrome, le syndrome d'enfermement. Enfermé. La conscience est parfaitement préservée, mais enfermée dans un corps totalement inerte. C'est comme être enterré vivant. Et l'une des toutes premières scènes qu'il décrit en sortant du coma est d'une violence psychologique inouïe. Attendez, mais il est conscient à ce moment-là? Il comprend tout ce qui se passe sans pouvoir bouger un cil. Exactement, il est conscient, mais personne ne le sait encore. Il voit un ophtalmologue se pencher sur lui, une aiguille à la main. Oh non! Il commence à lui coudre la paupière, de l'œil droit, parce qu'elle ne se ferme plus et elle risque de s'infecter. La terreur absolue. Imaginez. Il pense que le médecin va faire la même chose à l'œil gauche, qui est son unique fenêtre sur le monde. Il est là, il hurle à l'intérieur de lui-même, mais aucun son ne sort. Le silence. C'est le silence absolu à l'extérieur. C'est une scène d'horreur pure. Ce scaphandre, le titre du livre, ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité physique qu'il vit à chaque seconde. Comment on sort de ça? Comment on communique? Pendant des jours, il ne peut pas. Le personnel, sa famille, tout le monde pense qu'il est dans un état végétatif. Mais à l'intérieur, il est bien là, et il panique. Bien sûr. Jusqu'à l'arrivée d'une orthophoniste, Sandrine Fichou. Elle a une intuition. Elle sent une présence, une conscience derrière ce silence. Et elle a cette idée de génie. Une idée toute simple, mais qui va absolument tout changer. Elle lui dit « Je vais réciter l'alphabet. Si c'est la bonne lettre, clignez de l'œil gauche une fois. Un clignement pour oui, 2 pour non. » Et il cligne. Le premier contact est établi. La première brèche dans le mur du scaphandre. Ce premier clignement, c'est le début de tout. Mais on doit s'arrêter une seconde sur le système qu'ils mettent en place. Ce n'est pas un alphabet classique, de A à Z. Ce serait... Ah non, beaucoup trop long. Trop épuisant. Voilà. Et c'est là que l'ingéniosité entre en jeu. Pour optimiser ce canal de communication, qui est incroyablement lent, l'alphabet est réorganisé, non pas par ordre alphabétique. Mais par fréquence d'usage des lettres dans la langue française. C'est ça. C'est une méthode de décodage, en fait. L'alphabet commence donc par E, S-A-R-I-N-T, les lettres les plus courantes. C'est fou.
Ça veut dire que pour écrire un mot simple comme « merci », il n'a pas besoin d'attendre que l'orthophoniste arrive jusqu'à la lettre M. C'est un gain de temps et d'énergie colossal. Colossal, oui, mais tout est relatif. Le processus reste d'une lenteur et d'une difficulté extrême. Chaque mot est une bataille. Il faut une concentration et une patience surhumaine. De sa part, bien sûr, mais aussi de la personne en face. Évidemment, c'est un véritable duo, une danse mentale qui s'installe. Et c'est avec cette méthode que va naître l'idée folle de ne pas juste communiquer, mais d'écrire. Et c'est là qu'intervient le papillon du titre. Parce que cette volonté de faire, cette patience, comment a-t-il pu la maintenir? D'où est-ce qu'il tirait cette force? De son esprit. C'est le grand paradoxe de son état. Alors que son corps est un scaphandre de plus en plus lourd, de plus en plus défaillant, son esprit, lui, n'a jamais été aussi libre. C'est le papillon. Il s'évade par la pensée. Exactement. La mémoire et l'imagination deviennent ses seules formes de liberté, mais des libertés totales. Et c'est magnifique dans le livre. Il ne se contente pas de se souvenir, il revit. Il revit les saveurs des plats qu'il a aimés, la sensation de l'eau chaude d'un bain, le parfum d'une femme. Il voyage. Il se revoit à Hong Kong avec ses collègues. Il s'imagine réalisateur à Cinecittà. Son monde intérieur devient plus réel, plus vivant que cette chambre d'hôpital aseptisée. C'est un mécanisme de survie psychologique. D'une puissance incroyable, oui. Puisque le monde extérieur lui est refusé, il se construit un univers intérieur d'une richesse inouïe. Et c'est de cette richesse que naît le projet. Le projet littéraire. L'idée de mettre des mots sur ce voyage immobile. Pas pour se plaindre, mais pour témoigner. Surtout pour tordre le cou aux rumeurs. C'est ça qui est dingue. Il apprend par ses amis que le tout Paris le croit devenu un légume. Cette idée lui est insupportable. Lui, l'homme d'esprit, le roi des mots. Réduit à ça dans l'imaginaire collectif. Non. Il veut leur prouver qu'il est toujours Jean Doux. Et la méthode qu'il met au point pour écrire est tout simplement insensée. C'est une performance mentale qui dépasse l'entendement. Il confie cette mission à Claude Mondibile, une envoyée de son éditeur. Et donc, chaque matin, elle vient, elle s'assoit à côté de son lit. Et il lui dicte le livre, clignement par clignement. Mais le travail, le vrai travail, ce n'est pas là qu'il se fait. Il le fait seul, la nuit. Exactement. Il se réveille vers 4 heures du matin, dans le silence, dans le noir de sa chambre à l'hôpital de Berck-sur-Mer. Et là, pendant des heures, il compose, mentalement. Il choisit les mots, il cisèle les phrases, il structure les chapitres. Puis il mémorise tout, par cœur, pour pouvoir le réciter avec son œil le lendemain matin. C'est là que ça devient vertigineux. Il a fallu environ 200 000 clignements de paupières pour écrire ce livre. 200 000. C'est un chiffre, hein. Comment est-ce possible de ne pas devenir fou, de garder une telle concentration dans ces conditions? C'est un tour de force qui interroge sur les limites de la volonté humaine. Mais ce qui est peut-être encore plus stupéfiant, c'est le résultat, le livre. Ce n'est pas un journal de souffrance. Pas du tout. Il est incroyablement vivant. Il est rempli d'humour noir, d'ironie, de poésie, de sensualité. Il n'a rien perdu de son esprit, de son style. C'est ce qui est si déstabilisant. On s'attend à un récit larmoyant et on se retrouve face à un texte d'une vitalité folle. Le réalisateur, Julien Schnabel, a dit une chose qui m'a marqué. Ah oui? Il a suggéré que c'est peut-être seulement dans cette épreuve, dépouillée de tout, que Bobby a trouvé sa vraie nature. C'est une idée très forte. Ça voudrait dire que sa vie d'avant, si réussie soit-elle, était une sorte de distraction. Que cette prison physique l'a paradoxalement libéré sur le plan spirituel. On peut le voir comme ça. Mais on peut aussi trouver ça un peu romantique, non? Le livre ne cache rien de la frustration, de la colère, de l'humiliation quotidienne. Ce n'est pas une simple méditation zen. Absolument pas. C'est un combat de tous les instants. Mais au cœur de ce combat, il y a la puissance de l'esprit qui refuse de s'éteindre. Et il y a aussi, et c'est un point crucial, une histoire d'amour complexe qui l'a maintenu en vie. On arrive à un point essentiel et douloureux. L'histoire personnelle de Bobby, et surtout la manière dont elle a été racontée, ou plutôt réécrite, par le film. C'est un cas d'école sur la question de la licence artistique. Au moment de son AVC, il faut savoir que Bobby n'était plus avec Sylvie de la Rochefoucauld, la mère de ses enfants. Non, il l'avait quittée. Il l'avait quittée pour une autre femme, Florence Bensadoun. C'est avec elle qu'il vivait. Et c'est Florence qui est restée à ses côtés après l'accident, jusqu'au bout. Oui. Elle faisait les 3 heures de route de Paris à Berck plusieurs fois par semaine. Elle passait des heures à son chevet, à lui lire des livres, à lui raconter le monde, à le maintenir connecté à la vie. Son amour, sa présence, ça a été un pilier pour lui. Et pourtant, le film inverse complètement les rôles. C'est ça qui est si troublant.
C'est une inversion totale. Le film dépeint Sylvie, la mère de ses enfants, comme la figure dévouée qui revient à son chevet, et Florence, qui est renommée Inès dans le film, Est montré comme l'amante superficielle qui l'abandonne, incapable de supporter son état. c'est une décision narrative qui a profondément blessé Florence et les proches de Bobby. Le film a une scène très poignante où Sylvie traduit un message d'amour de Jandot pour Florence, qui refuserait de venir le voir. Une scène puissante, mais qui est une pure invention. Mais pourquoi? Pourquoi changer un détail aussi fondamental? Quel était l'intérêt de sacrifier la vérité? C'est toute la question. On peut supposer que pour Hollywood, l'histoire de la famille qui se ressoude, de l'ex-femme qui pardonne, c'est un arc narratif plus simple, plus vendeur. Plus conventionnel. Voilà, plus que l'histoire plus complexe d'un homme soutenu jusqu'au bout par la femme pour qui il a quitté sa famille. Le film a choisi la fiction de la rédemption au détriment de la vérité d'une histoire d'amour. Ce qui signifie que des millions de spectateurs ont une vision complètement fausse de la fin de sa vie. Ça pose une vraie question sur la responsabilité des cinéastes. Tout à fait. La vérité, c'est que le livre lui-même est une déclaration d'amour à la vie, et à ceux qui l'ont aidé à la vivre jusqu'au bout. Et Florence en faisait partie. Finalement, après des mois de ce travail titanesque, le livre, Le Scaphandre et le Papillon, est terminé. C'est un exploit monumental. Il est publié le 6 mars 1997. La critique est dithyrambique. Le monde peut enfin entendre sa voix, lire ses pensées. Il a réussi. Il a brisé le silence. Il a prouvé au monde entier qu'il était là, bien vivant dans son scaphandre. Sa mission est accomplie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean-Dominique Bauby meurt d'une pneumonie le 9 mars 1997. 2 jours. 2 jours seulement après la sortie de son livre. Le livre a été l'ultime effort qui a consumé ses dernières forces? Ou est-ce que c'était la chose qu'il devait absolument accomplir avant de pouvoir enfin s'autoriser à partir? Le papillon, une fois son histoire racontée, s'est-il enfin, et pour de bon, libéré du scaphandre? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.